Monsieur le député, la parole est au président André Chassaigne. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, mon intervention sera, m'en excusera un peu longue pour une raison bien simple, c'est des contraintes en circonscription feront que je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de l'examen de ce texte, ce que je regrette énormément, si bien que je balaye dans cette intervention générale différents points que j'aurais pu aborder durant les discussions sur les articles. Cela fait maintenant près d'un an et demi que la droite a été battue. Ce projet de loi ALUR est en fait, selon mon calcul, le 4e texte qui aborde la question du logement. Aussi, au regard de l'urgence à apporter des réponses fortes, est-ce pour nous une satisfaction qu'on entre enfin dans le vif du sujet. Face aux millions de mal logés, voire pas logés du tout, face, je reprends votre expression, Madame la Ministre, face à la tragédie de la crise du logement, les députés du Front de gauche ont fait des propositions fortes dès juillet 2012. On nous expliquait à l'époque que les vraies réformes trouveraient leur place dans ce projet de loi ALUR. Qu'en est-il aujourd'hui? Je voudrais d'abord réaffirmer qu'on ne réglera pas la crise du logement sans construire massivement, et notamment dans le parc social. Pour loger les Français, il faut construire. Construire, toujours construire. Aussi soutenons-nous les objectifs gouvernementaux de construction de 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux. Mais chacun sait désormais qu'ils ne seront pas atteints. Comment le seraient-ils quand les budgets ne sont pas à la hauteur? En matière de logement comme ailleurs, les questions budgétaires sont le nerf de la guerre. C'est pourquoi la gauche se doit de revenir sur l'intégralité de la baisse des aides à la pierre décrétée sous la présidence Sarkozy. Sur tous les bancs de la majorité de gauche, nous nous accordons pour constater que les 10 années de la droite ont été sanglantes pour le logement social. C'est une raison de plus pour inverser radicalement la tendance et faire rentrer dans le circuit les sommes qui en ont été sorties. Légiférer sur le logement sans traiter les questions budgétaires et fiscales, même avec la meilleure volonté du monde, c'est nécessairement se cantonner à des mesures d'appoint, voire à des mesures superficielles. C'est sans doute la raison pour laquelle la plateforme logement des mouvements sociaux est si sceptique sur le contenu du présent texte. Pourtant, nous portons aujourd'hui avec vous, Madame la Ministre, une exigence partagée, tout faire pour rééquilibrer les rapports locatifs. Dans les zones tendues, la pénurie de logements est telle que les locataires en arrivent à de graves extrémités pour obtenir un toit. En région parisienne, chaque bien mis en location donne lieu à un assaut de candidats. Les propriétaires font face à tant de demandes qu'ils obtiennent une situation de pouvoir très importante. Ils peuvent exiger toujours plus d'engagement de la part de locataires toujours plus contraints et désemparés. Désormais, pour les étudiants, certains bailleurs exigent que les parents soient colocataires de leurs enfants. De cette façon, le parent apparaît directement sur le bail, ce qui l'engage à payer immédiatement tout loyer exigible. Aujourd'hui, des locataires sont contraints de constituer des dossiers avec de fausses fiches de paie pour gonfler leur salaire et ainsi augmenter leurs chances de signer le bail. De l'autre côté de la chaîne, les bailleurs n'hésitent plus à appeler les employeurs pour vérifier la nature des contrats de travail et le montant des salaires des candidats. Des agences immobilières font appel à des intermédiaires dans les banques afin de contrôler en toute illégalité le niveau des encours bancaires des impétrants. Les cas ne sont désormais plus rares où ce sont les enfants qui doivent se porter caution pour leurs parents, car ceux-ci ne peuvent plus faire face à un loyer avec leur petite retraite. Certains adultes doivent retourner vivre chez leurs parents et certaines personnes âgées doivent aller s'installer chez les enfants. Voilà la réalité, la triste réalité du marché de la location en zone tendue. Mais ceux qui sont exclus de ce marché connaissent des situations encore plus dramatiques.
Je pense à ceux qui dorment à l'hôtel faute de trouver un toit, à ceux qui tentent de s'en sortir dans les foyers d'hébergement saturés, à ceux qui sont cantonnés aux immeubles insalubres et dangereux, à ceux qui n'ont d'autre choix que de payer à prix d'or un marchand de sommeil, à ceux qui dorment dans des habitats provisoires et précaires en mobil-home, en tente, en squat. Et à ceux, enfin, de plus en plus nombreux, qui sont à la rue, alors même que des dizaines de milliers de logements et de bâtiments sont vacants. Face à cela, la droite et certains lobbies prétendent que les locataires sont trop protégés en France. Comment accepter un tel discours? Vous avez répondu avec des mots fermes et justes, Madame la Ministre. Comment, en effet, accepter ces protestations indécentes de grands propriétaires qui se victimisent, prétendant subir les oukases du Gosplan, sitôt que le législateur tente d'arranger la situation? Comment accepter le chantage de ceux qui dorment au chaud et qui menacent de laisser les appartements vacants s'ils ne peuvent pas en tirer un profit maximal? Comment accepter l'arrogance d'une droite responsable en grande partie de la situation dramatique et qui vient aujourd'hui donner des leçons? Ne soyons pas dupes de ces discours. Ils sont au service d'intérêts bien précis. Pour notre part, nous défendons l'intérêt du plus grand nombre, le bien commun tout simplement. Aussi, nous ne pouvons pas nous résoudre à l'impuissance organisée et aux mesures cosmétiques. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, pour constituer et finaliser ce vaste projet de loi, vous avez pris le temps de consulter, de concerter, ce que je salue. Pourtant, cette concertation n'a pas abouti à des choix suffisamment forts. Dans votre volonté louable de répondre à l'urgence, vous avez de fait trop sacrifié l'essentiel. Vous avez oublié, pourrait-on dire, l'urgence de l'essentiel. J'en veux pour preuve votre dispositif d'encadrement des loyers. Vous le savez, nous sommes partisans résolus d'un encadrement efficace des loyers. D'ailleurs, nous avions porté 2 propositions de loi dans ce sens lors de la précédente législature. Or, avec votre projet de loi, le compte n'y est pas. Pour vous le démontrer, je voudrais citer le rapport. Page 23, il est dit, je cite, « Dans les zones tendues, le déséquilibre entre l'offre restreinte et la demande forte a généré une hausse exponentielle de loyers qui a conduit à des niveaux de loyers irrationnels et parfois indécents au regard des caractéristiques des logements. » Or, 5 phrases plus loin, il est écrit, à propos du dispositif d'encadrement mis en place, je cite, « L'objectif poursuivi n'est pas de faire baisser les loyers moyens. » Pourquoi, diable, ne pas vouloir baisser les loyers même moyens s'ils atteignent des niveaux irrationnels? Comment se satisfaire d'un tel manque d'ambition à l'heure où la situation des ménages les plus modestes est véritablement désespérée? Pourquoi annoncer un encadrement des loyers si celui-ci ne vise qu'un petit nombre de baux exorbitants, qualifiés d'exagérément élevés par vous-même, monsieur le rapporteur de la Commission des affaires économiques? Pour notre part, nous estimons qu'une baisse n'est pas souhaitable, mais indispensable. Les loyers sont trop élevés. Vous le dites vous-même dans le rapport. 40% des ménages dépensent pour se loger plus de 40% de leurs revenus. C'est une véritable confiscation des ressources des familles, une déprédation du pouvoir d'achat populaire. Je rappelle que celui-ci connaît ces derniers mois une chute qui est un record depuis l'année 1984. Il ne faut pas se résoudre à prendre simplement acte de la hausse vertigineuse des loyers de la dernière décennie et encore moins se contenter à l'avaliser en la gravant dans le marbre légal. Il faut la combattre, cette hausse de loyer. C'est pourquoi nous proposons des amendements qui introduisent un encadrement plus rigoureux et, à nos yeux, nous le pensons, plus efficace. D'autre part, vos dispositifs comportent de nombreuses possibilités de dérogation pour les bailleurs. Ils ne s'appliquent que dans le parc privé. Ils ne s'appliquent que dans les zones tendues. Il peut être contourné pour tout logement présentant des caractéristiques exceptionnelles, je cite, entre guillemets, ainsi que pour tout logement qui fera l'objet de projets de rénovation.
aucun contrôle n'est prévu, aucune sanction n'est prévue. Le recours judiciaire permis aux locataires n'aura quasiment jamais lieu, car comme vous l'établissez à la page 36 de votre rapport, je vous cite, « Les locataires n'intentent que très peu d'actions en justice. » Et pour cause, comment pourraient-ils le faire alors que les propriétaires peuvent si facilement faire pression sur un locataire gênant, au moyen du congé par exemple? Quel locataire, après les mois de galère que constitue la recherche d'un logement en zone tendue, osera se retourner contre le propriétaire qui a consenti à lui louer son bien? Marcel Aimé avait une phrase forte et tellement juste, je le cite, « L'injustice sociale est une évidence si particulière, elle est d'une constitution si robuste qu'elle paraît facilement naturelle à ceux-mêmes qui en sont victimes. » Et je crois qu'on trouve ça dans la démarche des locataires, dans les difficultés qu'ils peuvent avoir à se retourner contre les bailleurs. Aussi, Madame la Ministre, comme les associations spécialisées, nous n'attendons pas, et je le dis sans vouloir faire un procès d'intention, nous n'attendons pas des résultats tangibles de votre encadrement des loyers. Je le dis tranquillement, sans posture a priori, parce que c'est ma conviction à la lecture du texte. Car à autoriser un plafond supérieur de 20% au loyer médian, il risque d'inciter les propriétaires à se rapprocher de ce plafond pour tirer le maximum de bénéfices de leur surface louable. C'est en quelque sorte des effets qui pourraient être contre-productifs, voire pervers des mesures que vous proposez. Le décret sur l'encadrement des loyers à la relocation n'évitera pas cette tendance, car son application est trop lacunaire. De plus, à tout changement gouvernemental, il pourrait être renvoyé aux oubliettes et les logiques hyperinflationnistes pourront alors reprendre massivement. Il faudrait, j'insiste là-dessus, à tout le moins donner à ce décret une valeur législative, ce que nous proposons par voie d'amendement. Enfin, sur ce point, pas sur l'ensemble de mon intervention, enfin, je ne parviens pas à m'expliquer les raisons qui vous poussent à instaurer un loyer médian minoré, c'est-à-dire à interdire les faibles loyers. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, cette mesure me paraît tout simplement incroyable. Alors que certains locataires, souvent des personnes âgées, qui occupent leur logement depuis des décennies, ont réussi à conserver des loyers raisonnables, voilà que la loi enjoint de fait les propriétaires à les augmenter brutalement. Très honnêtement, les bras m'en sont tombés. Peut-être que vous allez me les faire lever dans vos réponses, dans vos explications tout à l'heure, mais je dis les choses telles que je les ressens. Quelle peut bien être la vertu d'une telle disposition? Quelles vont être ses conséquences, sinon aggraver un peu plus le marasme? Pour les rares logements que le marché n'avait pas renchéris, c'est la loi qui s'en charge. Parce qu'en matière d'encadrement des loyers, nous ne pouvons pas accepter que l'occasion soit gâchée. Pour cette raison, je défendrai des amendements pour améliorer le texte. Je veux maintenant tempérer ce premier constat en apportant mon soutien à deux avancées importantes. D'abord, le principe de la garantie universelle des loyers nous semble aller dans le bon sens. Supprimer la caution en mutualisant le risque d'impayé est une mesure d'égalité. Cependant, ce ne sont pas les locataires qui doivent financer cette garantie, mais bien les bailleurs. Celle-ci doit en outre pouvoir empêcher les expulsions. Le risque des impayés étant couvert par la GUL, il n'est plus désormais acceptable que les familles puissent être vidées de leur logement. Je citerai ici le cas récent de l'expulsion d'une famille avec 2 enfants la veille de la rentrée scolaire à Stein, dans la circonscription de mon ami Marie-Georges Buffet. 10 loyers sur 12 avaient été versés. Si la GUL doit avoir une utilité, en plus de permettre la fin du cautionnement, c'est bien celle d'empêcher que de telles injustices se reproduisent à l'avenir. D'autre part, je veux apporter tout mon soutien aux dispositions permettant l'encadrement des professions immobilières. Certes, il ne s'agit pas de généraliser les dérives. Elle est cependant bien réelle, cette dérive, chez certains professionnels. Il est donc indispensable d'y mettre un terme, d'instaurer un cadre déontologique et des obligations de formation.
Nous avons, les uns et les autres, j'en suis persuadé, beaucoup été interpellés sur cette exigence de régulation et interpellés parfois même par certains avec le chantage à l'emploi. Réglementer les excès, ce serait pousser à licencier les employés. Je pense au contraire, et je le dis à ceux qui nous ont rencontrés, représentants de la profession des agents immobiliers, je le dis, je pense que créer une ossature déontologique, ce n'est pas mettre en danger une profession et son gisement d'emploi. C'est au contraire sécuriser la profession et la pérenniser. Voilà pourquoi ce chapitre, Madame la Ministre, est une réelle avancée. Au chapitre de la lutte contre les expulsions, nous sommes favorables au renforcement du rôle des CAPEX, commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Celui-ci doit se doubler ce rôle de moyens budgétaires accrus. En outre, nous proposons de donner une valeur légale au décret empêchant les expulsions des prioritaires DALO, car celui-ci est mal appliqué. À la suite de nos débats en commission, je crois qu'il est très important de débattre des logiques de ghettoisation dont la loi DALO est porteuse. Car s'il faut évidemment reloger le plus rapidement possible les foyers prioritaires, il n'est pas concevable que ces familles soient toujours dirigées sur les mêmes communes, celles qui construisent le plus de logements sociaux. C'est donner quitus aux municipalités, essentiellement de droite, qui fraudent la loi SRU et qui refusent la mixité sociale. C'est accumuler les difficultés dans les communes de bonne volonté, qui doivent parfois gérer des flux très importants sans avoir les moyens financiers afférents. Nous le savons tous, la sanction financière à l'encontre des communes récalcitrantes prévue par la loi SRU ne suffit pas à réguler ces flux. Là encore, seule la construction de logements sociaux apportera une solution déterminante et durable au problème. Sur les copropriétés dégradées, les mesures nous semblent également positives, bien qu'insuffisantes. Sur les conseils avisés de la municipalité de Grigny, qui a fourni un travail très important, en lien avec les associations et les riverains, nous faisons des propositions pour avancer. Je voudrais souligner que le problème de la dégradation ne concerne pas que le parc privé. C'est d'une politique de réhabilitation plus générale dont nous avons besoin. Et il faut donner des moyens financiers renforcés à l'ANA, Agence nationale de l'habitat, adossés à d'autres ressources que le seul 1% logement. En ce qui concerne l'habitat indigne, les élus du Front de gauche seront une nouvelle fois à l'initiative. Sur nos territoires, cette problématique est une réalité meurtrière. Il est temps d'agir. Dans de tels logements, le paiement des loyers doit pouvoir être suspendu jusqu'à la réalisation des travaux de réhabilitation. C'est précisément le mécanisme que vous mettez en place, mais de façon inversée. L'article 3 du projet de loi prévoit en effet de permettre aux propriétaires qui font des travaux de rénovation d'augmenter leur loyer de façon illimitée. Pourquoi ne pas prévoir le cas inverse, c'est-à-dire de permettre aux locataires de logements vétustes, insalubres, dangereux, de ne pas acquitter ce loyer tant que les travaux ne sont pas réalisés. Une telle disposition équilibrerait utilement le texte de loi. S'agissant de l'hébergement d'urgence, chacun connaît le caractère extrêmement tendu de la situation partout sur le territoire. Et le député du Puy-de-Dôme que je suis, mieux qu'un autre, puisque dans mon département, la semaine dernière, 360 personnes, dont 150 enfants, ont été jetées à la rue à Clermont-Ferrand. L'association gestionnaire du 115 n'était en effet plus en mesure de payer l'hébergement de ces familles, faute d'engagement financier suffisant de l'État. Madame la ministre, nous sommes rencontrés pour échanger sur cette situation, réfléchir ensemble à des solutions à cette incurie scandaleuse. Alors que ces familles dormaient dans la rue, 16 d'entre elles sur 23 ont depuis obtenu du juge du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le préfet du Puy-de-Dôme organise leur accueil en tant que sans-abri en détresse et que leur soient fournies des conditions matérielles décentes. Je crois que cet épisode démontre assez limpidement les failles considérables de l'organisation de l'hébergement d'urgence ainsi que les conséquences dramatiques du désengagement financier de l'État. J'ai déposé un amendement suggéré par le collectif des associations unies afin de revoir entièrement et avec ambition le rôle des SIAO.
et l'organisation de l'hébergement d'urgence dans notre pays, les SIAO, services intégrés d'accueil et d'orientation, assument en effet une mission déterminante pour une bonne prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Chers collègues, il est temps d'aborder un sujet qui fâche, le volet urbanistique du projet de loi, et notamment son aspect qui divise profondément les deux groupes parlementaires dominants, avec quelques nuances près, SRC et UMP. Je veux parler de l'instauration du PLU intercommunal obligatoire. Donc, j'ai donné mon point de vue. Pour les élus communistes, républicains, citoyens, que je représente ici, donc pour les élus du Front de gauche, le PLU intercommunal peut être un bon outil. Nous n'avons pas d'opposition de principe aux intercommunalités de projet, intercommunalités concertées et volontaires. Du reste, une telle démarche est déjà possible et dans certains cas, elle donne de bons résultats. Ça donne de bons résultats quand cette démarche est relayée de bonne façon au niveau communal, en mettant en mouvement une réelle concertation, en actionnant une dynamique citoyenne. Ce qui, en revanche, n'est pas acceptable, c'est que ce PLUI soit obligatoire. Il n'est pas acceptable que les communes soient dessaisies d'office de leurs compétences. Il n'est pas acceptable qu'elles n'aient pas le choix. Encore une fois, dans le droit fil de la réforme Sarkozy-Balladur de 2010 et du coup de force de l'été sur les métropoles, vous organisez l'intercommunalité avec un gourdin. Nous estimons indispensable de laisser aux communes la liberté de décider du passage en PLU intercommunal. Pourquoi ? Parce qu'un PLU intercommunal imposé à des communes contraintes et forcées ne pourra pas donner de bons résultats. Il pourra entraîner des blocages dans sa mise en œuvre et compliquera la gestion intercommunale. Il accélérera la mise en concurrence des territoires. L'urbanisme ne peut se faire sans la collaboration des élus et des populations, ni sans démocratie. Dans les intercommunalités hétérogènes, et en fonction de ceux qui sont aux manettes, je répète, écoutez bien mes chers collègues, dans les intercommunalités hétérogènes, et en fonction de ceux qui seront aux manettes, les communes les plus en difficulté, ou ceux qui accueillent le plus de logements sociaux, seront trop souvent condamnés à être les parents pauvres de l'agglomération. Avec ce type d'autoritarisme local associé à une vision conservatrice, les logiques de polarisation et de ghettoisation ont de beaux jours devant elles. Quel est le sens d'une décentralisation qui n'associe pas les maires ni les populations? Quel est le sens d'une décentralisation qui réservera de fait, au final, l'urbanisme à des structures technocratiques? Sur ce point, comme sur votre funeste projet de loi sur les métropoles, qui laissera des traces profondes, s'il n'est pas profondément amendé, comme s'apprête à le faire la Chambre haute, nous vous demandons solennellement de ne pas passer en force, oui au PLU intercommunal, mais au PLU intercommunal volontaire. Le volet territorial de ce projet de loi est décidément très négatif. Prenons par exemple l'article 61. Il retire le bénéfice de l'ingénierie juridique et technique des services déconcentrés de l'État à toutes les intercommunalités qui comptent de 10 000 à 20 000 habitants. Celles-ci devront donc désormais financer sur leurs fonds propres tout un pan de leur activité urbanistique et administrative. C'est un désengagement en bonne et due forme, comme à la belle époque du sarkozysme. Pourquoi ? Quelle est la vertu d'une telle mesure? Qui demande cette mesure? L'objectif n'est-il que de réduire la dépense aux dépens des élus et des populations? Est-ce là, je le dis gravement, Madame la Ministre, votre vision de la décentralisation? D'ailleurs, le 1er janvier 2013, je vous ai posé une question écrite. J'ai eu la réponse le 18 juin 2013, ce qui est d'ailleurs bien, parce qu'il y a à peu près 60% des questions écrites qui n'ont pas de réponse dans ce gouvernement. Ça n'était pas mieux avant. J'avais attiré votre attention, Madame la Ministre,
sur l'avenir des missions ADS et ATESAT. Vous aviez, Madame la Ministre, je rappelais ce que vous aviez exprimé en comité technique de votre ministère. Vous aviez exprimé votre volonté de mettre en débat l'avenir des missions ADS, application du droit des sols, et ATESAT, assistants techniques pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, connaissent bien notamment les élus ruraux. Ces deux missions, ADS et ATESAT, sont confiées à votre ministère. Les collectivités, désormais, sont conduites à exercer pleinement ces missions avec l'aide des intercommunalités. Vous avez en fait, c'était le sujet de ma question, affirmé une volonté politique d'arrêter l'instruction à titre gracieux de l'ADS et de ne plus établir de convention sur la TESAT avec les collectivités. Ça a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses réactions critiques, notamment en provenance des élus locaux. Les suppressions d'effectifs dans ces deux domaines, je soulignais dans la question, sont programmées et s'accélèrent en 2013 dans la continuité des années précédentes. Après la mise en concurrence de l'ingénierie publique, toute la gauche était élevée contre ça. Après la mise en concurrence de l'ingénierie publique, le gouvernement décide donc de continuer la destruction de services qui assurent des tâches d'intérêt général au plus proche des collectivités et des citoyens. Vous m'avez répondu, Madame la Ministre, en prenant acte de ma question et en rappelant votre conviction. Je lis le début de votre réponse. Le ministère de l'Égalité des territoires et du logement a engagé une réforme des missions d'instruction des autorisations d'urbanisme et des missions d'ingénierie publique de l'État à destination des collectivités. Cette évolution concerne les missions ADS, application du droit des sols, dont bénéficient les collectivités de moins de 20 000 habitants, essentiellement pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, ainsi que les missions ATESAT. Et vous soulignez le renforcement des compétences des collectivités, la consolidation des intercommunalités, la structuration de dispositifs d'ingénierie technique et financière au niveau intercommunal comme départemental ont modifié le partage des tâches entre l'État et les collectivités territoriales. La prise en compte de cette répartition nouvelle, conjuguée aux exigences de la modernisation de l'action publique, c'est le nouveau terme du RGPP, impose de repenser l'action de l'État dans les territoires. Le ministère de l'Égalité des territoires et du logement a donc décidé de recentrer l'ADS sur des missions de solidarité vis-à-vis des communes fragiles du fait de leur petite taille, membres d'intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Dans votre réponse, on retrouve déjà l'affirmation du contenu du texte de loi qui est soumis à nos discussions aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez, c'est vrai, de la suite dans les idées, mais que malheureusement, vous avez une orientation qui aboutit à vider l'État de ses compétences, de ses responsabilités, de basculer ses compétences au niveau de l'intercommunalité. C'est tout simplement ce que, sur tous les rangs de gauche, on a condamné depuis des décennies, c'est-à-dire le transfert de compétences, un transfert des charges. Et je crois qu'on ne peut pas, quand on est dans l'opposition, tenir des propos tous ensemble, massivement, d'une seule voix, et avoir ensuite des actes qui font le contraire de ce qu'on a pu dire. J'ai souvent cité l'Auvergnat Blaise Pascal, quand il disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », mettons, on peut dire « vérité en deçà des élections, erreur au-delà ». Et je crois que vraiment, ça entraîne la perte de la confiance dans la parole politique. On ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir dans l'opinion publique. Il faut prendre... faut pas prendre, on le sait tous, dans les contacts que l'on a avec les populations des territoires que l'on représente, c'est dramatique, ça. C'est dramatique. Vous avez des élus locaux, des élus ruraux qui sont blessés aujourd'hui. Ils sont blessés. Ils sont blessés quand on leur dit qu'il ne pourra plus y avoir d'instruction de permis de construire, de droit de l'urbanisme, en sous-préfecture où il y avait un service du droit des sols, ils sont blessés. Ils ont déjà eu beaucoup de mal à prendre en compte l'ouverture à la concurrence de l'ingénierie, la suppression de l'ingénierie publique, et c'est encore un nouveau coup pour eux. Je voulais le dire parce que en fait, ça sera une conséquence directe de ce texte de loi, puisque là, vous mettez en œuvre dans ce texte de loi le contenu de la réponse, tout à fait honnêtement d'ailleurs, que vous aviez pu me faire à l'époque. Mais je ne partage pas, et je voulais vous le dire, et je tenais à le dire tranquillement. La transformation obligatoire des plans d'occupation des sols
en plein locaux d'urbanisme, ça a été dit tout à l'heure aussi, traduit également une conception très autoritaire des relations entre l'État et les collectivités. Aujourd'hui, un certain nombre de plans d'occupation des sols sont d'ores et déjà élaborés comme des PLU et n'ont pas besoin d'évoluer. Puisque nous en sommes au chapitre des sigles, la suppression des COS, coefficients d'occupation des sols, nous semble elle aussi problématique, en ce qu'elle prive les collectivités d'un outil de maîtrise de l'aménagement. Vous le savez, vous l'avez bien compris dans tous mes propos, nous faisons du respect de la commune et de son droit des sols un point déterminant. C'est notre conception de la démocratie locale. Nous l'avons exprimé avec force cet été, durant l'examen du désastreux projet de loi créant les métropoles. Nous le réaffirmons aujourd'hui. Après ce tour d'horizon que j'ai fait avec la volonté sincère de soutenir ce projet quand il est bon et de le critiquer quand il est mauvais, je voudrais évoquer ses manques et faire quelques propositions. Je m'étonne de ce que le gouvernement ne souhaite pas remettre en cause la loi Boutin. Pourtant, à l'époque, nous avions combattu ensemble ce texte de régression. Aujourd'hui, les acteurs du logement le disent. Le projet de loi Boutin se paie très cher sur le terrain. La casse du logement social est avancée. Il faut inverser la vapeur. Pourquoi cette majorité, et je dirais notre majorité, ne se saisit-elle pas du présent projet de loi pour sortir le logement social des logiques de marchandisation? Deux points particulièrement devraient nous mettre tous d'accord. D'abord, la suppression des CUS, conventions d'utilité sociale. Il s'agit d'un moyen inventé par l'État pour classer le parc social par catégorie. À terme, cette catégorisation servira à augmenter les loyers des logements sociaux en meilleurs états ou les mieux situés. Second point, la baisse des plafonds de ressources. La logique Sarkozy, c'était la suivante. La demande de logements sociaux est largement supérieure à l'offre. Vérité rappelée tout à l'heure par M. Apparu. Mais la réponse est alors différente. La réponse était la suivante. Au lieu d'augmenter l'offre par la construction, réduisons la demande en empêchant l'accès aux familles solvables. Ce tour de passe-passe a été habilement mis en musique. Pourquoi ne pas réserver le logement social à ceux qui en ont le plus besoin, les plus pauvres? Sauf que ce raisonnement est simpliste à courte vue. Car le logement social ne doit pas être un filet de sécurité réservé aux cas extrêmes, mais le logement social doit être la norme même de l'habitat. Sortir le logement du marché devrait être notre projet commun. Au cœur d'une crise historique, c'est ce projet qu'il faut relancer. Le logement social, s'il n'abrite que les plus modestes de nos concitoyens, participera à renforcer les logiques des ghettoisations au lieu de les briser. Sans mixité sociale, l'habitat public se dégrade plus rapidement, car les familles les plus pauvres n'ont malheureusement ni les moyens d'assurer l'entretien des communs, ni le temps de participer à la vie du quartier. Réserver le parc social aux plus pauvres, c'est réaliser le rêve thatchérien de prestations sociales réduites à la pension congrue, d'un accès volontairement rabougri et filtré aux services publics. C'est participer à l'extension du domaine du marché. Voilà pourquoi nous proposons d'augmenter de 10% les plafonds de ressources. Voilà pourquoi il faut revenir sur l'expulsion des locataires solvables en cas de sous-occupation des locaux, souvent à la suite de départ des enfants ou décès du conjoint, avec tout ce que ça peut représenter d'ailleurs comme drame humain pour les personnes âgées qui sont concernées par ces mesures d'expulsion. Les familles qui ont été chassées du logement social sous la droite sont venues grossir les rangs des demandeurs dans le parc privé. La loi Boutin est profondément perverse, elle nourrit l'hyperinflation des loyers. Ayons le courage de revenir sur les méfaits de dispositions législatives adoptées par la majorité précédente. Madame la ministre, vous le savez, il est dans l'ADN des communistes et de nos partenaires du Front de gauche de promouvoir la démarchandisation du logement. Or, ce n'est pas vraiment le sens de votre action. Permettez-moi d'apporter le cas du dispositif de défiscalisation qui porte votre nom, le Duflor. C'est comme ça. C'est comme ça. À travers la France, sur les panneaux d'affichage, dans les boîtes aux lettres, dans la grande presse, sur Internet, difficile d'échapper au matraquage publicitaire réalisé par tous les acteurs lucratifs de l'immobilier autour du Duflot. Les promoteurs
s'en lèchent les babines avec délectation. Et pour cause, alors que nous cherchons désespérément de l'argent pour abonder les budgets, la défiscalisation du flot coûtera peut-être encore plus cher à l'État que le cellier. Ce cellier auquel Sarkozy lui-même avait dû renoncer parce qu'il coûtait trop cher. Vous en conviendrez, le Duflot n'a pas de véritable vocation sociale. Le Duflot est une aubaine pour ceux qui font du logement un objet de spéculation et d'enrichissement. Les sommes considérables allouées à l'investissement locatif, nous aurions pu les consacrer à l'agrandissement et à la rénovation de notre parc social. Il est encore temps d'arrêter, Madame la Ministre, il est encore temps d'arrêter le Duflot et d'utiliser les sommes dégagées pour l'aide à la pierre. Autre source de financement, le livret A. Lors des débats en commission, j'ai été, je crois, le seul à évoquer ce point, alors même que nous étions au cœur de ce que Mediapart a appelé très justement, je cite, le fric-frac de l'été. Je cite la journaliste Martine Orange. Les banquiers ont obtenu, à l'issue de leur rencontre avec François Hollande, de pouvoir garder pour eux une partie des sommes collectées par l'intermédiaire du livret A et non de les remettre à la Caisse des dépôts. Rien à voir avec le titre de Libération d'aujourd'hui, bien évidemment. Ce pillage concernerait de 25 à 30 milliards d'euros. Madame la Ministre, ce n'est pas à vous que j'apprendrai que ces sommes permettent à la CDC de financer la construction de logements sociaux via notamment des prêts à très long terme. Offrir ces sommes à la finance, c'est permettre la spéculation, l'enrichissement sans cause, aux dépens du logement social. À quoi bon relever le plafond du livret A, mesure que nous avons votée avec enthousiasme, si c'est pour livrer cette manne non à des causes utiles et constructives, mais à la voracité des banquiers. Parce que personne ici ne peut accepter un geste aussi contre-productif, aussi contraire aux valeurs de la gauche. J'ai déposé un amendement pour recentraliser la collecte de l'épargne populaire auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Bien sûr, nous ferons au cours de nos débats de nombreuses autres propositions constructives. Parmi les plus emblématiques, au vu de la situation de tension inédite, je voudrais citer la demande formulée par la Confédération nationale du logement, dont je souligne l'engagement quotidien, d'un gel des loyers, tout secteur, pendant 3 ans. Je citerai également la demande du droit au logement, qui demande une nouvelle fois, à l'approche de l'hiver, que les procédures de réquisition de logements vacants soient applicables et appliquées. Aujourd'hui, on compte 4,5 millions de mètres carrés de bureaux inoccupés en Île-de-France, dont 1,1 million dans la capitale. Quant au logement, 17 000 faisaient l'objet d'un constat de vacances en 2007. En France, l'INSEE a recensé près de 2,29 millions de logements vides. Leur nombre n'a jamais été aussi élevé. En commission, Madame la Ministre, vous m'avez répondu ceci. Madame la Ministre Cécile Duflot, je vous cite. Concernant la réquisition, voilà ce qu'on m'a répondu. La procédure de réquisition n'est absolument pas opérante sur les logements individuels au regard de l'énergie considérable qu'il est nécessaire de déployer. Mieux vaut recourir à des méthodes incitatives vis-à-vis des propriétaires d'un ou deux logements. Je ferme les guillemets. Alors, je ne fais pas de procès d'intention, mais faut-il craindre de votre part un début de renoncement? Nous ne le souhaitons pas, j'espère que vous non plus. Je vous répondrai là aussi là-dessus. Nous proposerons également l'extension du délai avant expulsion accordé aux locataires en difficulté, ainsi que pour les prioritaires DALO. Nous proposerons, je pense que vous l'avez compris, le volontariat pour les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, et nous proposerons la suppression des différentes mesures qui marquent un désengagement de l'État de ses missions territoriales. Chers collègues, vous l'avez compris, pour les députés du Front de gauche, la gauche est capable de mieux. Nous pouvons créer ensemble les convergences nécessaires à l'adoption d'avancées réelles. C'est en nous rassemblant sur des projets ambitieux que nous sortirons la gauche de l'ornière de l'ultralibéralisme. Au vu de l'importance que nos concitoyens accordent à la question du logement, qui est le premier poste de dépense des familles, ce projet de loi peut être
doit être le pivot attendu. C'est la raison pour laquelle les députés du Front de gauche, optimistes et combatifs, réservent leur vote en fonction du sort qui sera fait à leurs propositions et donc à leurs amendements. Merci, Monsieur le Président.